Alors, bonjour tout le monde. Je serai le seul à parler français. Je suis commis, je suis doctorant à l'Université de Montréal. Euh, je vous présente dans le cadre de ce colloque les résultats de ma thèse doctorale que je m'apprête à soutenir dans les prochains jours. Alors, ça s'intitule Pratique d'entreprise et extension de l'informalisation au secteur minier formel ouest-africain, analyse comparée des réponses d'acteurs francophones et anglophones. Alors, je vais essayer de contextualiser un peu pour expliquer le cadre de mon étude. En fait, il faut comprendre, mon étude se situe en Afrique de l'Ouest. Et j'essaie en fait de comparer le contexte anglophone et francophone de ce que j'appelle l'informalisation des emplois en Afrique. Alors, il faut comprendre qu'il y a trois périodes majeures des relations d'emploi en Afrique. D'abord, la période précoloniale, où l'économie est essentiellement non capitaliste, où les emplois sont pratiquement majoritairement agricoles et non formalisés. Alors, les premières tentatives de formalisation des relations d'emploi en Afrique ont commencé avec la période coloniale et post-indépendance, où le colonisateur d'abord a érigé l'emploi permanent à durée indéterminée en norme, même si dans la réalité, depuis toujours, en contexte africain, les emplois informels sont plus importants, occupent plus d'actifs que les emplois formels. Mais la norme de l'emploi s'est organisée autour de l'emploi permanent à durée indéterminée, et ce qui fait qu'on est en face d'une économie dualiste avec un secteur formel plus petit autour duquel s'organisent les acteurs des relations d'emploi, les syndicats, les employeurs, s'organisent essentiellement autour du secteur formel, pendant que le secteur informel qui emploie plus d'actifs est théoriquement destiné à disparaître selon les théoriciens développementistes à l'époque qui, qui estimaient qu'au fur et à mesure que l'Afrique se développait ou les pays en développement se développaient, les emplois informels vont disparaître naturellement. Mais tel n'a pas été le cas puisque ça a été prouvé qu'au début des années 70 et 80 et jusqu'à présent, le mouvement néolibéraliste a aussi gagné le continent africain, ce qui fait que sous l'impulsion des institutions internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, il y a eu des programmes d'ajustement structurel qui ont été imposés à des pays africains, faisant en sorte que finalement, le petit noyau formel autour duquel les acteurs se sont organisés, même si ce n'est pas ce secteur formel qui occupe la majorité des emplois, a commencé aussi à s'informaliser dans la mesure où les caractéristiques qui sont souvent associées aux emplois informels se retrouvent de plus en plus dans le secteur formel, notamment les emplois sans couverture sociale, les emplois non permanents, les emplois non formalisés. Donc, ce qui fait en sorte que finalement, on remet en cause le caractère protecteur du travail au profit de la flexibilisation dans les régimes juridiques des pays africains. La conséquence, naturellement, c'est que les entreprises du secteur formel, qui sont traditionnellement reconnues en Afrique pour la permanence de leur emploi, vont opter pour plus de flexibilité par le biais de la sous-traitance, de l'externalisation des emplois. Donc, pour expliquer davantage la notion de l'informalité, il faut comprendre que l'informalité, ce que j'appelle l'informalité peut se comprendre à travers trois caractéristiques. D'abord, les caractéristiques de l'entreprise. Il peut s'agir des entreprises individuelles ou des ménages. La nature des activités va aussi permettre de définir ce qu'est l'activité informelle. Est-ce qu'il s'agit des activités qui s'opèrent de façon souterraine, des activités non déclarées, des activités non couvertes par les dispositifs formels, ou encore la nature de la relation d'emploi, notamment les emplois domestiques, les emplois exclus du cadre formel de la réglementation. Mais finalement, ce qui m'intéresse, moi, dans ma thèse, c'est les emplois informalisés dans les grandes entreprises, notamment minières, dans la mesure où les grands employeurs qui traditionnellement
employaient des travailleurs pour des contrats permanents vont opter pour la flexibilisation en sous-traitant les emplois avec d'autres entreprises ou en externalisant les relations d'emploi. Donc, la question que je pose, c'est que dans la mesure où, même si l'emploi formel n'a pas toujours été dominant en Afrique, mais que les acteurs se sont plutôt organisés autour de cet emploi, qu'est-ce qui va expliquer leur logique, qu'est-ce qui oriente leur logique face au processus d'informalisation qui ne cesse de s'étendre à partir des années 70 jusqu'à maintenant? C'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre. Et donc, pour répondre à cette question, je me suis... Donc, pour répondre à cette question, sur le plan méthodologique, j'ai essayé, puisque les pays de l'Afrique de l'Ouest ont différents colonisateurs, je me suis intéressé à ceux qui sont colonisés par la France et la Grande-Bretagne pour voir si l'histoire coloniale peut peser notamment les habitudes acquises, les pratiques acquises par les puissances colonisatrices, peut continuer par influencer les logiques des acteurs contemporains. J'ai fait donc une analyse multiniveau en regardant dans le cadre institutionnel macro des relations d'emploi. Je me suis intéressé aux mines au Ghana et en Côte d'Ivoire. J'ai fait des entrevues aussi, j'ai fait des études de cas aussi dans les entreprises minières, deux dans chaque pays, notamment une d'origine canadienne et une d'origine indienne. Si on a le temps, j'expliquerai pourquoi j'ai pris ces entreprises-là. Au total, j'ai interrogé 31 personnes. Et finalement, théoriquement, je me suis essentiellement basé sur les limites du cadre institutionnaliste des vérités de capitalisme qui a défini des idéologies de capitalisme en se basant sur les économies libérales, les économies coordonnées de marché, faisant en sorte que cette typologie est plus adaptée aux entreprises, au contexte occidental. J'ai tiré la limite de ce cadre-là pour voir dans quelle mesure on peut, dans une certaine mesure, contextualiser ce mesure-là en contexte africain et voir si l'origine des entreprises pourrait aussi être quelque chose à considérer. Je me suis aussi basé sur l'institutionnalisme historique et puis les théories du système monde et du capitalisme périphérique d'Amin, essentiellement pour finalement mettre en place un modèle explicatif en prenant comme variable explicative des différents logiques d'acteurs, d'abord le facteur colonial, l'autonomie de l'État, le contexte national et l'origine des entreprises. Ça, c'est les trois variables que j'ai considérées. Et à l'issue des différents entretiens que j'ai eus et des documents que j'ai consultés, les principaux résultats qui sont sortis de mes travaux sont au niveau du gouvernement. L'acteur gouvernemental va être essentiellement influencé de par les observations que j'ai faites, par l'autonomie et le facteur colonial, dans le sens où, quand vous prenez le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont le terrain d'étude, on constate que dans les deux contextes, anglophones comme francophones, oui, il y a l'influence des institutions internationales. Dans les deux pays, les institutions internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, ont fait des demandes directes au gouvernement d'aller vers la flexibilisation de la législation du travail, ce qui fait en sorte que les relations d'emploi qui étaient à la base permanentes ont évolué vers des relations moins permanentes et les contrats de travail ne sont plus des contrats permanents à durée indéterminée comme norme dans la législation respective. J'ai aussi essayé d'analyser les différents programmes que les organisations internationales ont avec ces pays en matière de coopération, notamment l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Là, j'ai essayé de voir quels sont les pays qui financent les différents programmes en lien avec les relations de travail dans les différents pays d'études. Là, j'ai constaté que la Grande-Bretagne est moins présente dans le financement des programmes de l'OIT. Elle est presque absente au Ghana que la France en Côte d'Ivoire. La France est pratiquement le bailleur principal des différents programmes qui sont financés par l'OIT en Côte d'Ivoire. Là, je dirais
en passant par le canal de l'OIT, il y a une influence plus marquée de la France que la Grande-Bretagne sur les relations contemporaines d'emploi en Côte d'Ivoire. Donc, d'une certaine façon, le contexte francophone semble être plus présent. En tout cas, le passé colonial du contexte francophone est beaucoup plus présent qu'en contexte anglophone. Mais dans tous les cas, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a dans les deux pays une évolution d'une logique de sécurité vers une logique de flexibilité des relations d'emploi. Et dans les deux pays, il y a une forme d'alignement institutionnel sur les pratiques des anciens puissants colonisatrices, avec des relents législatifs ou protectrices en contexte francophone qu'anglophone. Lorsque je me suis intéressé aux entreprises, je parlais tantôt de la thèse des variétés de capitalisme qui considère l'origine des entreprises dans leur comportement. Donc, oui, mais par rapport aux pratiques d'externalisation, ce que j'ai constaté, c'est que dans toutes les entreprises minières, quelle que soit l'origine, dépendamment de l'origine, oui, les entreprises vont opter pour les pratiques d'externalisation qui se révèlent plus comme une gestion qui fait consensus dans le secteur des mines. Mais l'autre constat que j'ai fait, c'est que il y a une logique des nouveaux pays émergents, notamment les entreprises chinoises, indiennes, versus les entreprises occidentales, dans la mesure où l'externalisation des entreprises occidentales va se faire par le biais d'entreprises formelles d'intérim, alors que dans le contexte des entreprises de nouveaux pays émergents, on va se passer par des individus nommés des fois des tâcherons qui vont placer du personnel dans les entreprises minières. Et là, l'informalisation est plus marquée dans ce type de relations. Finalement, le troisième acteur, les syndicats, là, ce qui ressort essentiellement, c'est qu'il y a un ancrage dans le cadre institutionnel formel. Les logiques des syndicats vont s'ancrer dans le cadre formel, même des relations d'emploi qui se sont établies. Autrement dit, quand vous prenez le Ghana, ils se sont alignés sur les pratiques britanniques qui sont essentiellement décentralisées. Donc, cette pratique fait en sorte que les syndicats vont exclure de leur sphère d'action les travailleurs externalisés. Par contre, dans les contextes centralisés, comme la Côte d'Ivoire, où le syndicalisme ou bien les négociations collectives se font à l'échelle d'un secteur, les conventions collectives qui sont négociées vont intégrer aussi les travailleurs externalisés, même s'ils ne font pas nécessairement partie, je ne sais pas, puisque les conventions, par définition, s'étendent à tout le secteur et non aux entreprises. Donc, du coup, l'alignement institutionnel des syndicats sur le cadre formel va faire en sorte que dans le contexte anglophone, les travailleurs externalisés vont être plus exclus de l'action syndicale, tandis que dans le contexte francophone, ils vont être intégrés par le cadre même. Et finalement, il y a un acteur aussi présent dans les mines en Afrique, c'est les chefferies traditionnelles qui ont joué un rôle en période coloniale selon qu'on est colonie francophone ou anglophone. Et ce rôle continue par persister parce que les colonies anglophones avaient donné plus d'importance à ces institutions-là et ça a été pérennisé même au-delà de l'indépendance, ce qui fait en sorte que finalement, ces institutions aussi vont se positionner dans un cas comme dans un autre, selon les rôles qui leur sont dévolus dans la société. Et ce rôle est beaucoup plus marqué dans le contexte anglophone que francophone. Je pense que finalement, donc, pour conclure rapidement, je dirais que les logiques des relations d'emploi dans les mines de l'Afrique de l'Ouest vont s'expliquer essentiellement au niveau de l'État, par son niveau d'autonomie et de dépendance vis-à-vis des institutions internationales et des anciennes puissances colonisatrices. Au niveau des entreprises, par leur origine, mais aussi par le contexte national du pays hôte. Au niveau des syndicats, par le cadre institutionnel formel, et puis pour les chefferies, les pratiques historiques. Donc, les implications de ma recherche, finalement, c'est que j'essaie de contribuer à la mise en place d'un cadre plus contextualisé et qui permet d'étudier les logiques d'acteurs en contexte postcolonial. Ça remet un peu en cause les comportements d'entreprises théorisés dans les idéotypes de capitalisme en contexte africain
Et pour mettre en place un cadre beaucoup plus adapté à ce contexte, mais je suis tout à fait conscient qu'il y a un besoin d'étendre l'étude à d'autres contextes nationaux pour lui conférer beaucoup plus de solidité par rapport aux résultats. Merci beaucoup.